Au cœur d'un pays imaginaire nommé Valoria, niché entre des montagnes verdoyantes aux sommets enneigés et des vallées où serpentaient des rivières scintillantes, s'élevait une capitale somptueuse, symbole de puissance et de richesse. Les palais y rivalisaient de splendeur avec leurs façades de marbre blanc et leurs toits dorés, tandis que les avenues pavées accueillaient des carrosses luxueux et des cortèges royaux. C'était dans ce décor fastueux que vivait le prince Alexandre, un homme de 28 ans dont la beauté n'avait d'égal que sa fortune colossale. Fils unique du roi Maximilien et héritier du trône, il était à la tête d'un empire financier qui s'étendait bien au-delà des frontières de Valoria, grâce à des mines de pierres précieuses, des flottes commerciales et des investissements visionnaires. Pourtant, malgré cette vie d'opulence, des vêtements taillés dans les soies les plus fines, des festins où le vin coulait à flots, des bals où les lustres de cristal projetaient des éclats féeriques, Alexandre se sentait prisonnier. Chaque matin, il se réveillait dans une chambre immense où les tapis persans étouffaient ses pas, mais aussi son âme. Les courtisans qui gravitaient autour de lui, les nobles qui lui présentaient leurs filles avec des sourires mielleux, les diplomates qui vantaient ses mérites, tous semblaient n'aimer que son titre, son pouvoir, son argent. Les lettres d'amour qu'il recevait, calligraphiées sur du parchemin parfumé, n'étaient que des odes à sa couronne, jamais à son cœur. Un soir, alors qu'il observait la capitale depuis le balcon de sa tour, une pensée le frappa comme un éclair. Et si personne ne m'aime jamais pour moi-même ? Cette question le hanta, creusant un vide que ni les richesses ni les honneurs ne pouvaient combler. Il décida alors de prendre un risque insensé, abandonner son identité de prince pour se fondre dans l'anonymat des rues, déguisé en sans-abri, afin de découvrir si un amour sincère pouvait exister pour l'homme qu'il était vraiment, dépouillé de tout artifice. Par un matin gris où la brume enveloppait encore les flèches du palais, Alexandre mit son plan à exécution. Il se glissa hors de ses appartements avant l'aube, laissant derrière lui ses habits princiers pour enfiler un manteau usé aux coutures effilochées, un pantalon râpé et un bonnet de laine troué qu'il avait dérobé dans les quartiers des domestiques. Il passa des heures à se salir les mains avec de la suie, à laisser pousser une barbe hirsute, et à s'entraîner à courber les épaules pour effacer la prestance royale qui le trahissait. Lorsqu'il se regarda dans un miroir fêlé, il ne reconnut plus le prince des portraits officiels, il était devenu Alex, un homme ordinaire, un vagabond parmi tant d'autres. Il choisit de s'installer dans le quartier des Ombres, une enclave miséreuse à l'est de la capitale, loin des regards indiscrets de la cour. Là, les rues étaient étroites et boueuses, les maisons penchaient comme si elles s'effondraient sous le poids de la pauvreté, et l'air portait l'odeur âcre de la fumée et du désespoir. Alexandre s'assit sur un banc près d'un refuge pour sans-abri, un bâtiment décrépit dont les fenêtres brisées laissaient filtrer une lumière vacillante. Les premiers jours furent un calvaire. Le vent glacial s'infiltrait dans ses vêtements trop minces, la faim lui tordait l'estomac, une sensation qu'il n'avait jamais connue, et les passants le frôlaient sans un regard, quand il ne lui lançait pas des remarques méprisantes. Mais cette épreuve, loin de l'abattre, l'éveilla. Il observa les mendiants qui fouillaient les poubelles, les enfants aux pieds nus qui jouaient dans les flaques, les vieillards qui toussaient dans des couvertures râpées. Pour la première fois, il vit les fissures de son royaume, l'opulence du palais n'était qu'une façade masquant une misère qu'il avait ignorée toute sa vie. Cette prise de conscience alluma en lui une flamme nouvelle, un mélange de honte et de détermination. Un soir, poussé par la faim et une curiosité grandissante, Alexandre franchit le seuil du refuge. À l'intérieur, l'atmosphère contrastait avec la froideur des rues, des tables branlantes étaient alignées sous des lampes à pétrole, des bénévoles s'affairaient autour d'une marmite fumante, et des rires épars perçaient le murmure des conversations. C'est là qu'il la vit pour la première fois, Éléonore, une jeune femme de 25 ans aux cheveux châtains noués en un chignon désordonné, au visage marqué par la fatigue mais illuminé par un sourire d'une douceur infinie. Elle portait un tablier taché et distribuait des bols de soupe avec une grâce naturelle. Lorsqu'elle s'approcha de lui, leurs regards se croisèrent, et Alexandre sentit son cœur s'emballer, un sentiment qu'aucun bal princier n'avait jamais suscité. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle, sa voix chaude et sans jugement. « Alex » répondit-il après une hésitation, retenant son souffle pour ne pas trahir son accent raffiné. « Enchanté, Alex. Moi, c'est Éléonore. Vous êtes nouveau ici, non ? D'où venez-vous ? J'ai beaucoup bougé, éluda-t-il avec un sourire gêné. Disons que la vie m'a amené jusqu'ici. Elle hocha la tête, respectant son mystère, et lui tendit un bol de soupe. Ce simple geste, une main tendue sans arrière-pensée, bouleversa Alexandre.
Il revint le lendemain, puis le surlendemain, prétextant chercher un repas mais espérant surtout revoir Éléonore. Il l'observait en silence, la façon dont elle écoutait patiemment les plaintes d'un vieil homme, dont elle glissait une couverture sur les épaules d'une femme tremblante, dont elle riait avec un enfant qui lui montrait un dessin maladroit. Chaque détail le fascinait, chaque instant renforçait une certitude, elle était différente. Bientôt, il se mit à aider au refuge. D'abord timidement porter une caisse de légumes, balayer le sol, puis avec une ardeur croissante. Il découvrit une satisfaction nouvelle dans ses tâches simples, un sentiment d'utilité que son titre ne lui avait jamais offert. Et à mesure que les jours passaient, une complicité naquit entre lui et Éléonore. Leur relation prit racine dans les moments volés entre deux services au refuge. Un soir, alors que la pluie tambourinait sur le toit, Éléonore proposa à Alexandre une promenade dans un parc voisin, un terrain vague où poussaient des herbes folles entre des bancs rouillés. Sous un réverbère vacillant, elle se confia à lui. Elle lui parla de son emploi de couturière dans une usine où les machines grondaient sans relâche, de sa mère malade qui ne pouvait plus quitter son lit, de son jeune frère, Julien, un garçon brillant qu'elle rêvait de voir entrer à l'université. Ses mots étaient lourds de sacrifice, mais son ton restait empreint d'espoir. « Je crois qu'il y a du bon en chacun », murmura-t-elle en fixant les étoiles voilées par les nuages. Même quand tout semble sombre, il suffit d'une étincelle pour changer les choses. Alexandre l'écoutait, bouleversé par sa résilience. Il voulait lui dire la vérité, lui révéler qui il était, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il se contentait de hocher la tête, de sourire, de lui offrir une présence qu'il espérait réconfortante. Pourtant, chaque jour, son secret devenait plus pesant. Il tombait amoureux d'elle, de sa force, de sa compassion, de son authenticité, mais il craignait que la découverte de son identité ne brise tout. Pendant ce temps, au palais, la vie d'Alexandre devenait un étau. Son absence prolongée qu'il justifiait par de vagues excuses de retraite spirituelle alarmait ses conseillers. Ces hommes aux costumes impeccables et aux regards froids, dirigés par le sévère duc de Lorvain, voyaient en lui un pion dans leur jeu de pouvoir. Ils dressaient des listes de fiancés potentiels, des princesses étrangères aux pédigrés irréprochables, des héritières aux fortunes complémentaires à la sienne. Chaque réunion était un assaut de chiffres, de stratégies, d'alliances à sceller. Le roi Maximilien, un homme au visage buriné par les années et à la voix grave, ajoutait à la pression. Bien qu'il aimât son fils, il était prisonnier des traditions et des attentes. Lors d'une audience privée, il posa une main ferme sur l'épaule d'Alexandre. « Le temps des caprices est fini, mon fils. Valoria a besoin d'un roi, et un roi a besoin d'une reine. Choisis, ou je choisirai pour toi. » Alexandre acquiesça en silence, mais son esprit était ailleurs, dans les rues. Partie manquante ici, probablement un début interrompu. Le plafond était orné de feuilles d'or et de sculptures complexes, témoignage de la richesse et de l'histoire du royaume. Les appartements du prince étaient décorés de tapisseries représentant les victoires de Valoria, et un grand lit à baldaquin drapé de velours trônait en pièce maîtresse. Pourtant, malgré toute cette splendeur, Alexandre se sentait étouffé. Le poids des attentes pesait sur lui comme la lourde couronne qu'il était destiné à porter. Le destin, capricieux, ne lui laissa pas le loisir de choisir le moment de sa révélation. Un soir, alors qu'il servait des assiettes au refuge, un déclic discret résonna dans l'ombre. Un photographe, peut-être alerté par une rumeur ou un hasard malencontreux, avait reconnu le prince sous son déguisement. L'image d'Alexandre en haillons, une louche à la main, fila une des journaux dès le lendemain. Le prince milliardaire vit parmi les sans-abri. Mascarade ou quête secrète? La nouvelle enflamma Valoria, des salons dorés aux ruelles sombres. Éléonore découvrit la vérité par hasard, un tabloïd froissé entre les mains d'un habitué du refuge. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se voilèrent de larmes. Elle le confronta sur-le-champ, sa voix tremblante de colère et de douleur. « Pourquoi, Alex? Pourquoi m'as-tu menti? Étais-je juste un divertissement pour toi, un prince qui s'encanaille? » « Non, Éléonore, écoute-moi, supplia Théil, le cœur brisé. J'étais perdue. Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aimer sans ma couronne, sans mon argent. Et toi, tu l'as fait. Tout ce que je ressens pour toi est vrai. » Mais elle secoua la tête, submergée, et s'enfuit dans la nuit, le laissant seul sous les regards curieux des autres.
Alexandre refusa de capituler. Il passa des nuits blanches à réfléchir, hanté par le visage blessé d'Éléonore. Il décida de lui prouver son amour non par des paroles, mais par des actes. Avec sa fortune et son influence, il lança un projet ambitieux, une collecte de fonds pour le refuge et les sans-abri de Valoria. Il mobilisa des architectes pour rénover le bâtiment, des médecins pour offrir des soins gratuits, des enseignants pour créer une école communautaire. Il organisa un gala dans une salle majestueuse mais sobre, un équilibre entre son monde et celui d'Éléonore. Il lui envoya une invitation, un simple billet écrit de sa main, « Viens, s'il te plaît. Laisse-moi te montrer qui je veux être. » Le soir venu, il monta sur scène, vêtu non pas d'un costume princier, mais d'une chemise simple, les manches retroussées. Devant une foule mêlant noble et démunie, il parla avec une vulnérabilité qu'on ne lui connaissait pas. « J'étais un prince, mais je ne savais pas vivre, dit-il, les yeux rivés sur Éléonore dans l'assistance. J'ai trouvé la vraie richesse dans les rues, auprès de gens comme vous, et surtout auprès d'elle. Éléonore, tu m'as aimé sans rien savoir de moi, et cela m'a transformée. Je t'aime. Pardonne-moi, et laisse-moi être à tes côtés. » Éléonore, les joues baignées de larmes, monta sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Sans un mot, elle se jeta dans ses bras, et leur baiser scella une promesse silencieuse. Même le roi Maximilien, qui avait assisté à la scène depuis une loge, hocha la tête avec une fierté contenue. Conquis par la droiture d'Éléonore et la maturité nouvelle de son fils, il donna sa bénédiction. Leur mariage fut une célébration unique, une cérémonie royale dans la cathédrale de Valoria, suivie d'une fête dans les rues des Ombres, où nobles et pauvres dansèrent ensemble sous des guirlandes de lanternes. Alexandre et Éléonore s'installèrent dans une aile rénovée du palais, mais passaient leur journée à travailler pour leur peuple. Ils fondèrent des écoles, des hôpitaux, des ateliers, transformant Valoria en un royaume où la richesse ne se mesurait plus en or, mais en humanité. Leur histoire devint une légende, gravée dans les mémoires comme un conte où un prince milliardaire, en troquant sa couronne pour des haillons, trouva l'amour véritable, un amour qui illumina un royaume et prouva que le cœur, plus que le trône, est le vrai trésor d'un homme.